Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette matinale de la recherche du DRAPS. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette matinale pour la présentation de l'étude Conféado qui porte sur le premier résultat des facteurs associés à la détresse psychologique des enfants et des ados lors du premier confinement. Donc c'est Mégane Estevez qui est épidémiologiste à l'INSERM Bordeaux Population Health qui va nous faire cette présentation. Le docteur Stéphanie Van Dentoren qui a également participé du coup à cette étude est présente ce matin et elle sera disponible du coup sur la seconde partie pour répondre à vos questions. Donc là, nous aurons une présentation qui durera à peu près 20-25 minutes. Et ensuite, nous aurons une présentation par Leslie Simac, qui est chargée d'études scientifiques à la cellule régionale Occitanie de Santé publique France, des indicateurs de surveillance de la santé mentale à partir des données des services d'urgence de la région. Donc, on aura une présentation qui durera à peu près 15 minutes. Et c'est suite donc à ces deux présentations que le temps d'échange se fera. Donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, c'est matinal. Donc, elle s'organise dans le cadre du DRAPS, qui est le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé. Donc, l'IREPS, c'est une association loi 1901. Ça veut dire Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Ses missions sont d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de contribuer aux politiques publiques de la santé et à l'animation des territoires, de concevoir et de mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local et de développer la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions. Et également de proposer un appui documentaire aux professionnels et au public. Donc, le DRAPS Occitanie, c'est un dispositif qui est financé par l'Agence régionale de santé Occitanie. C'est un dispositif multipartenarial. C'est un dispositif du coup régional de transfert de connaissances qui diffuse des outils et des formations pour favoriser la montée en compétence des acteurs, qui facilite la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs, et qui fonde sa programmation sur les besoins des acteurs. Donc, tous les ans, en décembre, janvier, sont organisés des comités dans chaque département, des comités du DRAPS. Et l'objectif, c'est justement de faire un bilan sur ce qui s'est passé sur l'année passée, mais aussi de faire remonter les besoins des acteurs locaux et des acteurs. Donc, ces matinales de la recherche, elles ont pour objectif de valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle, mobilisant des données probantes, de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et d'aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on n'est pas sur une recherche interventionnelle, mais plutôt sur une recherche observationnelle. Mais ça nous a semblé quand même très important de présenter cette étude Conféado au vu du contexte sanitaire actuel. Alors pourquoi s'intéresser au lien entre santé mentale et Covid? On sait tous que la crise sanitaire a fortement impacté la santé mentale. Donc, juste le repère, voilà, une enquête de l'OMS de 2020 a noté une augmentation des troubles de la santé mentale, et également une perturbation, voire une interruption des services de santé mentale à l'échelle mondiale. En France, nous avons l'étude Covid-PREV qui a démarré en 2020 qui s'attache à voir l'évolution des comportements, donc ce soit les comportements de prévention, mais aussi de consommation d'alcool et de tabac, d'alimentation, d'activité physique. Et l'évolution aussi de la santé mentale, tout ce qui est bien-être, troubles. Donc là, on est plutôt sur une population, en population générale, mais chez des adultes, chez les plus de 18 ans. Et donc, cette étude qu'on fait à dos, elle nous semble importante aussi parce qu'on est sur une tranche d'âge d'adolescents de 9 à 16 ans. Donc, c'est assez intéressant d'avoir vraiment des données plus fines sur ces tranches d'âge-là. Et pour information, il y aura au printemps 2022 aussi le lancement d'une étude sur la santé mentale chez les enfants, mais sur la tranche d'âge de 3 à 11 ans. Voilà, et du coup, ça c'est assez important aussi d'avoir toutes ces données-là pour justement apprendre de l'épidémie et voir quelles recommandations on peut donner, on peut suivre pour justement améliorer nos politiques de santé publique.
Voilà, donc je vais laisser la parole à Mégane Stevens qui va donc nous présenter l'étude qu'on fait à dos. Donc n'hésitez pas hein, à poser vos questions dans le chat. Mégane, je vous laisse prendre le relais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les premiers résultats de l'étude Conféado qui concerne les facteurs associés à la détresse psychologique des enfants et des adolescents, donc âgés de 9 à 18 ans, lors et au décours du premier confinement lié à la COVID-19 en France. Donc, pour vous rappeler un peu le contexte, euh, comme vous le savez, le 16 mars 2020, il y a eu la fermeture des écoles et le confinement général de la population pour limiter la propagation de la COVID-19. Donc, cela a engendré de nombreuses interruptions dans la vie des enfants et des adolescents, comme par exemple des modifications de leurs conditions de vie, l'école à la maison, la fermeture des activités récréatives et sportives, la perte de liens sociaux, les pertes financières des parents, qui sont autant de facteurs générant un stress important à la fois pour les parents et les enfants. On sait que la fin de l'enfance et l'adolescence sont des périodes cruciales pour le développement et la pérennisation d'habitudes sociales et émotionnelles importantes pour le bien-être mental. À noter que les enfants et les adolescents sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale en situation exceptionnelle comme de confinement, où on a remarqué une diminution de l'activité physique, un temps d'écran plus important et des habitudes de sommeil irrégulières. Par ailleurs, les conséquences de la crise ne sont pas uniformément réparties dans la population. Il y a un risque d'un creusement des inégalités sociales de santé mentale, les conséquences pouvant être plus intenses chez les enfants issus de familles fragilisées. Donc, concernant la méthode, Oula. Donc, les données françaises disponibles sur les conséquences du confinement sur la santé mentale concernent des populations d'adultes et d'étudiants principalement. Les auteurs ont par exemple montré des taux de prévalence élevés de problèmes de sommeil, d'anxiété, de dépression et d'idées suicidaires. En revanche, on a peu de données sur l'impact du confinement sur la santé mentale des enfants. C'est la raison pour laquelle l'étude Conféado a été mise en œuvre pour donner la parole aux enfants sur leur vécu du confinement dans un projet pluripartenarial et avec une prise en compte des inégalités sociales de santé qui impactent la santé mentale des enfants. Donc, les objectifs sont d'évaluer l'impact des facteurs sociaux et des conditions de vie sur l'état émotionnel, la détresse psychologique et la résilience des enfants et des adolescents, donc âgés de 9 à 18 ans, lors et au décours du premier confinement, de mesurer pour les enfants concernés un éventuel trouble de stress post-traumatique au cas où un proche ait été hospitalisé des suites de la COVID-19 et de faire des préconisations au pouvoir public pour accompagner les enfants et les adolescents durant cette période de déconfinement. Donc, concernant la méthodologie de l'étude qu'on fait à dos, il s'agit d'une enquête socio-épidémiologique transversale qui a été menée entre juin et septembre 2020 via web questionnaire. Les critères d'inclusion étaient les suivants. Les enfants et les adolescents devaient être âgés de 9 à 18 ans et être capables de donner leur consentement éclairé. Concernant le recueil des données, le questionnaire était divisé en deux parties. Une première partie remplie par le parent avec des données sociodémographiques comme l'âge, le sexe, la commune de résidence, des données sur l'environnement du confinement comme le type de logement, le nombre de pièces, l'accès ou non à une connexion à Internet, et des données sur l'impact du confinement comme les difficultés alimentaires et ou financières. La deuxième partie était remplie par l'enfant avec également des données sociodémographiques comme l'âge, le sexe, des données sur les conditions de vie du confinement. Est-ce que l'enfant était en contact avec ses amis? Est-ce qu'il sortait à l'extérieur? Est-ce qu'il faisait des activités ludiques avec ses parents? Et des données sur l'impact du confinement, donc ses émotions au lever, au coucher, les relations au sein de la famille, donc avec les parents, les frères et sœurs, et est-ce que l'enfant a eu un proche ou non infectés ou hospitalisés des suites de la COVID-19. Donc, la santé mentale des enfants et des adolescents a été évaluée à partir d'outils psychométriques. Donc, pour l'évaluation de la détresse psychologique pendant la période de confinement, nous avons utilisé l'échelle Children's Psychological Distress Scale. Pour le dépistage d'un trouble de stress post-traumatique chez l'enfant, au cas où un proche ou un adulte de référence ait été hospitalisé des suites de la COVID-19, nous avons utilisé l'échelle Children's Revised Impact of Event Scale. Pour étudier la résilience de l'enfant, nous avons utilisé l'échelle Child and Youth Resilience Measure. Et pour la mesure de l'anxiété trait, nous avons utilisé l'échelle State Trait Anxiety Inventory for Children.
Donc, dans les résultats que je vais vous présenter, on s'est intéressé à la détresse psychologique et donc toutes nos analyses ont porté sur les enfants et les adolescents qui ont rempli cette échelle. Donc, quelques mots sur cette échelle. Donc, il s'agit d'une échelle d'auto-évaluation complétée par l'enfant lui-même. L'échelle, elle comporte 10 items cotés de 0 à 3 points pour obtenir un score allant de 0 à 30 points. Elle est composée de 4 sous-échelles, une sous-échelle d'anxiété, une sous-échelle de plainte somatique, une sous-échelle de dépression et une sous-échelle de comportement agressif. L'intensité de la détresse psychologique augmente avec le score et le score total a été analysé sous forme d'une variable catégorielle à 3 modalités. Des scores situés entre 0 et 9 indiquent une détresse faible, des scores situés entre 10 et 18 indiquent une détresse moyenne et des scores situés entre 19 et 30 indiquent une détresse élevée. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats. Donc, concernant les caractéristiques sociodémographiques de la population, notre échantillon était composé de 3148 enfants et adolescents, parmi lesquels 45 jeunes étaient pris en charge par la protection de l'enfance. L'échantillon était composé de 70,1% de filles et de 29,9% de garçons. 29,3% des participants étaient âgés de 9 à 14 ans et 70,7% étaient âgés de 15 à 18 ans. Il y avait 23,8% de familles monoparentales, 13,9% des parents n'avaient aucun diplôme et 35,2% avaient juste le baccalauréat. Il y avait également 7,3% de parents étrangers, 13,5% qui n'avaient pas de soutien social et 31,4% des enfants et des adolescents vivaient dans un appartement ou une maison sans jardin durant le confinement. Donc, les résultats ont montré des disparités. Les résultats ont montré une santé mentale plus impactée chez les adolescents que chez les enfants, avec plus de cauchemars, de réveils nocturnes. Ils étaient également plus nombreux à déclarer trop manger. Ils présentaient également davantage de tristesse, de préoccupation, de nervosité, de peur, de fatigue, d'ennui que les enfants. On a remarqué également que les filles avaient une santé mentale plus impactée que les garçons, avec davantage de détresse psychologique, plus de difficultés pour s'endormir que d'habitude, plus de cauchemars, plus de réveils nocturnes. Elles étaient également plus nombreuses à déclarer trop manger et elles présentaient plus de difficultés émotionnelles, donc de tristesse, de préoccupation, de nervosité, de peur, de colère, de fatigue et d'ennui. Donc, les résultats ont montré des disparités selon la situation des parents. On voit que les enfants et les adolescents en détresse élevée étaient issus de familles fragilisées, donc de familles monoparentales avec aucun diplôme, dont les parents sont employés ou ouvriers, étrangers et n'avaient pas de soutien social. Les résultats ont également montré que les parents des enfants en détresse élevée, des enfants et des adolescents en détresse élevée, avaient des conditions économiques difficiles. Par exemple, ils ont connu avant le confinement une situation de chômage ou d'inactivité. Ils n'avaient pas continué à travailler pendant le confinement. Ils avaient des difficultés financières. Leurs revenus avaient diminué à partir du confinement et ils avaient des difficultés alimentaires suite au confinement et à la pandémie. Les enfants et les adolescents en détresse élevée ont également des conditions de logement difficiles. On voit qu'ils résidaient dans des communes isolées. Ils vivaient dans un appartement ou une maison sans jardin, sans accès à l'extérieur, dans un logement suroccupé, sans la capacité à s'isoler et sans connexion à Internet. On remarque également des disparités selon les activités. On voit que les enfants et les adolescents en détresse élevée faisaient moins d'activités et passaient plus de temps sur les réseaux sociaux. On voit qu'ils sortaient jamais ou alors une fois par semaine. Ils ne faisaient jamais d'activité ludique avec un adulte dans le logement et ils passaient plus de 5 heures sur les réseaux sociaux chaque jour. On voit également qu'il y a des disparités selon le soutien scolaire et le retour ou non à l'école. On voit que les enfants et les adolescents en détresse élevée étaient plus nombreux à avoir moins de soutien scolaire. Ils étaient également plus nombreux à être complètement dépassés par les devoirs et ils étaient moins nombreux à être retournés à l'école. Et parmi ceux qui n'étaient pas retournés à l'école, ils étaient plus nombreux à ne pas vouloir y retourner. On voit également que les relations au sein du ménage ont été dégradées avec les parents et entre frères et sœurs, ont été dégradés chez les enfants et les adolescents en détresse élevée. Et on voit qu'ils étaient plus nombreux à avoir eu un proche infecté ou hospitalisé des suites de la COVID-19.
Donc, dans les 2 prochaines slides, je vais vous présenter les résultats d'un modèle de régression que nous avons réalisé sur les facteurs associés à la détresse psychologique. Donc, comme on peut le voir dans le tableau, les facteurs de risque d'une détresse moyenne plutôt que faible sont le fait d'être un adolescent, donc âgé de 15 à 18 ans, d'avoir des antécédents de troubles émotionnels, affectifs ou du développement, d'avoir ses parents qui n'ont pas de soutien social, de ne pas avoir la capacité à s'isoler, de passer plus de 5 heures sur les réseaux sociaux chaque jour, de se sentir parfois ou complètement dépassé par les devoirs et de s'entendre moins bien que d'habitude avec ses parents et ses frères et sœurs. Les facteurs protecteurs sont le fait d'être un garçon, de résider dans une petite ville et de ne pas regarder de vidéos, de films ou la télé chaque jour. Les facteurs de risque d'une détresse élevée plutôt que faible sont d'avoir des antécédents de troubles émotionnels, affectifs ou du développement, d'avoir ses parents qui n'ont pas de soutien social, d'avoir ses parents qui ont des difficultés alimentaires, de résider dans une commune isolée, de ne pas avoir la capacité à s'isoler, de passer plus de 5 heures à regarder des films, des vidéos ou la télé chaque jour, de ne jamais faire d'activité ludique dans le logement, de se sentir parfois ou complètement dépassé par les devoirs et de s'entendre moins bien que d'habitude avec ses parents et ses frères et sœurs. Les facteurs protecteurs sont le fait d'être un garçon, de résider dans une petite ville et de ne jamais aller sur les réseaux sociaux chaque jour. Donc, nos résultats sont plutôt conformes à ceux retrouvés dans la littérature. Une étude en Espagne a montré que les adolescents présentaient des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et de plaintes somatiques que les enfants. Une autre étude en Chine a montré que les filles ont souffert d'un impact psychologique plus important, avec des niveaux plus élevés de stress, d'anxiété et de symptômes dépressifs. Les facteurs psychosociaux comme l'isolement social peuvent entraîner la dépression, l'anxiété ou des symptômes somatiques, et les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence néfaste sur la santé mentale des enfants. Une étude menée en Chine a montré que le risque de problèmes psychosociaux chez l'enfant était plus élevé chez les enfants de familles à faible revenu. Le fait de vivre dans une famille monoparentale a également été retrouvé dans la littérature comme étant un facteur altérant la santé mentale. D'autres études ont montré que le confinement pouvait entraîner une utilisation accrue d'Internet et des réseaux sociaux et que cette consommation excessive pourrait être associée à des niveaux élevés de dépression. Donc, concernant les forces et les faiblesses de notre étude, donc pour commencer, les faiblesses, donc l'étude qu'on fait à dos n'a pas mis en œuvre de plan de sondage, donc notre échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des enfants et des adolescents de la population générale en France. Notre étude a été menée 1 mois après le premier confinement, mais les outils psychométriques qu'on a utilisés sont encore valides après 3 mois. On remarque une surreprésentation des filles qui est cependant moins forte chez les enfants, mais c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les grandes études épidémiologiques. Concernant les enfants relevant de la protection de l'enfance, seuls ont participé des enfants et des adolescents placés. Concernant les forces, il s'agit de la première étude qui s'adresse directement aux enfants sur leur vécu du confinement, qui a permis d'avoir une diversité des situations sociales. Les enfants pris en charge par la protection de l'enfance ont pu être intégrés dans cette étude nationale. La santé mentale, elle a été évaluée sur plusieurs angles. Notre échantillon est suffisamment large pour pouvoir faire des comparaisons et avoir une puissance statistique satisfaisante. Enfin, notre étude permet de dégager des leviers de prévention en santé mentale dans la population des enfants et des adolescents, puisqu'on sait qu'ils ont été particulièrement impactés lors de la crise. On note par exemple une augmentation par rapport aux années précédentes des passages aux urgences pour troubles de l'humeur à partir de novembre 2020 et pour gestes suicidaires en février 2021. Donc, cette étude, elle permet d'intégrer des politiques sociales différenciées, comme par exemple de soutenir les familles les plus fragilisées, notamment les familles monoparentales à travers un soutien financier, de renforcer les facteurs de protection tels que la qualité des relations et les activités au sein de la famille à travers une information accessible et adaptée aux parents et aux enfants sur la situation, et d'accompagner les jeunes dont un proche a été infecté ou hospitalisé des suites de la COVID-19. Merci pour votre attention. Merci Mégane pour cette présentation.
Donc, je vais vous présenter en quelques mots en fait, les indicateurs de surveillance liés à la santé mentale à partir des données des services d'urgence de la région Occitanie. Voilà, alors la santé mentale, très rapidement, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'absence de troubles et un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc, selon toujours cet organisme, les maladies mentales sont au 3e rang des maladies en termes de prévalence après le cancer et les maladies cardiovasculaires. En France, on a à peu près 9 000 décès par suicide qui sont enregistrés chaque année, 750 pour l'Occitanie. Et c'est la première cause de mortalité évitable chez les 25-34 ans. Les tentatives de suicide, qu'on considère plutôt chez les 10 ans et plus, engendrent environ 7 000 recours aux urgences par an pour l'Occitanie et 5 300 hospitalisations. Santé publique France axe donc son programme de travail autour de la surveillance de la santé mentale, dont les actes suicidaires, mais pas que. On a aussi un gros volet prévention et on a un groupe d'échange de pratiques professionnelles avec les cellules régionales de Santé publique France et les directions du siège. Il y a plusieurs projets qui sont partagés et sur lesquels on est amené à travailler, que ce soit vigilance, Covid-Prev, donc tout à l'heure, il en a été dit sur cette enquête en population générale, et puis donc qu'on fait ado, qui vient de vous être présenté. Vigilance, alors en quelques mots, c'est un dispositif post-hospitalier de veille et de recontact des primo-suicidants. Il est expérimenté depuis 2015 dans quelques régions que sont la Bretagne, Haute et Basse Normandie, Jura, Hauts-de-France et puis Occitanie, donc l'ex-Languedoc-Roussillon. Récemment, c'est un dispositif qui a été étendu à d'autres départements, d'autres régions en France. Son objectif, c'est de contribuer à la baisse de la morbidité et de la mortalité suicidaire par recontact régulier avec les suicidants par différents biais. Ça peut être des appels téléphoniques comme des cartes postales. Et les personnes repartent avec une petite carte sur laquelle figure un numéro qu'ils peuvent appeler en journée. La population ciblée, c'est toute personne prise en charge aux urgences pour une tentative de suicide. Au niveau national, il y a un gros projet qui a visé à évaluer le dispositif afin de déterminer si vigilance réduisait ou non le taux de récidive suicidaire à 12 mois, par comparaison entre les patients qui sont inclus dans ce dispositif et les patients qui ne sont pas inclus dans ce dispositif. C'est un projet qui est à peu près bouclé et sur lequel il y aura des publications. Pour ce qui est de vigilance en Occitanie, donc on a un fonctionnement en 2 cellules. Une cellule ouest qui comporte 4 sites et qui est coordonnée par le CHU de Toulouse, et la cellule qu'on va dire un peu historique, qui est la cellule Est, avec 6 sites coordonnés par le CHU de Montpellier. Sur les actions locales, Santé publique France, donc la cellule Occitanie et Vigilance, on fait régulièrement des réunions d'échange, que ce soit en présentiel avant le Covid ou par téléphone. Et on participe régulièrement aux réunions annuelles des Vigilances Est, puisque chaque année, ils se réunissaient pour pouvoir partager des informations. Ensuite, on a réalisé des travaux sur l'évaluation du codage aux urgences et la bonne compréhension et interprétation des données. On fait régulièrement des rétro-informations périodiques ou des échanges de données, c'est-à-dire qu'on va échanger avec Vigilance pour savoir combien ils ont eu de personnes incluses dans le dispositif chaque mois et ce que nous, on a pu voir passer via les données des urgences. Et enfin, on fait de la communication aussi grand public à travers des bulletins de veille sanitaire ou des points épidémiologiques. Alors, sur les données des urgences pour la surveillance de la santé mentale, je vais en venir à parler des résumés de passage aux urgences. C'est le fameux RPU. C'est un recueil standardisé de données médico-administratives qui est réalisé pour chaque passage aux urgences. On a un arrêté du 24 juillet 2013 qui a rendu obligatoire en fait, le recueil et le traitement de ces données. Qui sont des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés qui ont un service d'urgence.
Le but de tout ça, c'est de pouvoir assurer une veille, mais aussi d'observer l'activité des services d'urgence. Parmi ces données médico-administratives, on a quelque chose qui va être important pour nous pour analyser les données, ce sont les diagnostics médicaux. On peut avoir de 1 à 10 diagnostics médicaux qui sont codés selon une classification internationale, la CIM-10, classification internationale des maladies dans sa 10e édition, et qui va nous permettre un petit peu d'avoir une vision sur les pathologies prises en charge aux urgences. Alors, le premier hic, c'est que cet arrêté ne s'applique pas aux urgences psy, c'est-à-dire que les urgences qui ne font que ça n'ont pas d'obligation de transmettre les données. En Occitanie, on a 66 services, ce qui est déjà assez conséquent, et ils nous fournissent à peu près 1,5 million de RPU en 2020, 1,8 million en 2019. Donc, ça fait un volume de données à traiter qui est assez énorme. Ces données sont envoyées quotidiennement, traitées par Santé publique France et mises à disposition des régions. Ce que vous comprendrez ici, c'est que forcément, l'exploitation de ces données, elle va dépendre entre autres de la qualité des données, donc du remplissage de ces données, mais aussi de leur bonne transmission. Pour la santé mentale, on rajoute une autre composante qui est l'organisation des établissements, puisque on a remarqué qu'on avait des différences de codage entre les établissements pour lesquels le service de psy se trouve proche ou adossé au service des urgences, alors que dans les autres, on peut avoir une absence de codage de la part des psys. Avec cette CIM-10, donc, qui comporte énormément de codes, on a essayé de construire un indicateur de suivi des gestes suicidaires. Ça a été un travail issu d'une réflexion entre épidémiologistes, psychiatres, urgentistes, pour avoir un indicateur qui reflète l'activité des urgences en lien avec ces gestes suicidaires. Donc, on a dans cet indicateur tout ce qui va être blessure auto-infligée. Donc, ce sont les codes en X, donc auto-intoxication et lésions auto-infligées. Donc là, on a une notion d'intentionnalité de se faire du mal à soi-même. Et puis, on a un certain nombre de codes en T qui sont des intoxications. Donc là, on va mélanger un petit peu ce qui est accidentel et ce qui est intentionnel. Mais en tout cas, pour la région Occitanie, on a vérifié majoritairement, ce sont quand même des intoxications qui sont intentionnelles. Alors, ce graphique, c'est juste pour vous montrer un petit peu en fait, les courbes des passages aux urgences par mois en Occitanie. On a généralement des mois de juillet et août avec des activités élevées, tractées par l'ex-Languedoc-Roussillon et le tourisme, hein, évidemment. Et puis, surtout, ce qu'on voit ici, c'est ces deux grosses baisses de données. Donc, la première qui est liée au premier confinement, où on a eu vraiment une diminution significative de l'activité des services d'urgence en région. Et puis, ce deuxième confinement, alors même s'il n'était pas aussi strict que le premier, mais qui a engendré, pareil, une baisse de la fréquentation des urgences. Alors, qu'est-ce qui se passe côté gestes suicidaires? Bon, quelque part, on est un petit peu rassuré parce que la courbe bleue, donc c'est la courbe de 2020, et malgré une baisse flagrante au niveau du total des passages aux urgences, ce n'est pas le cas pour les gestes suicidaires. On a une légère baisse, on est quand même en dessous des années précédentes, mais grosso modo, on est entre guillemets rassuré puisque les gens qui ont besoin des urgences du fait d'intoxication, de gestes suicidaires plus largement, continuent d'aller aux urgences. Alors, pour les données des urgences, en fait, on a une surveillance qui est réalisée en continu. On a un tableau de bord hebdomadaire interne, mais des fois, on a des variations d'activité et des données qui ne sont pas toujours faciles à interpréter. Donc, c'est pour ça que c'est des données qui restent en interne entre nous et puis qui sont discutées en équipe ou plus largement. Donc là, ce que vous avez sur la droite, c'est un graphique qui est la surveillance en fait, des gestes suicidaires, mais par semaine, cette fois-ci. Puis donc, on se trouve au mois de mai 2021, sur une semaine en particulier, et on voit l'émergence d'un signal d'une variation quand même, on a l'habitude de qualifier d'inhabituelle, et donc là, la courbe redescend, puisque c'est la semaine qui était en cours. Et ce pic nous a paru quand même assez
assez inhabituel. Donc, on a échangé dans un premier temps avec les autres régions pour savoir si on était les seuls à observer ce genre de phénomène ou pas. Et puis, on a fait une petite analyse descriptive de nos données. Donc, ce qu'on fait généralement en épidémio, c'est du temps-lieu personne. Sur le temps, donc, je vous ai dit, on est au début mai 2021. Par rapport aux personnes, on a une augmentation des données qui est plus flagrante chez les femmes que chez les hommes. Et puis, on remarque que ça touche particulièrement les 15-44 ans. De là, on déclenche un échange téléphonique avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et donc les référents santé mentale et les vigilanceurs, pour avoir un peu un ressenti terrain. Et donc, ce qui ressort de nos échanges, c'est que l'activité a augmenté côté Montpellier comme côté Toulouse, avec plus d'inclusion que d'habitude dans ce dispositif. Et pour les Montpelliérains, c'est plutôt des intoxications médicamenteuses volontaires chez les jeunes. Côté Toulouse, c'est plutôt des troubles du comportement alimentaire, toujours chez des personnes qui sont relativement jeunes. Quoi qu'il en soit, les deux nous signalent aussi qu'on avait une augmentation des gestes suicidaires avec une violence assez élevée, et donc une avec. De tous ces échanges, ce qu'on en conclut, c'est que finalement, l'éclairage de nos partenaires sur les données, il est vraiment indispensable pour pouvoir comprendre les variations. Et puis, on a besoin d'indicateurs complémentaires, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte que, par exemple, ces troubles alimentaires, on n'a pas moyen de les suivre aussi facilement que ça, et on est un peu à l'aveugle sur ces paramètres. De là sont nés de nouveaux indicateurs qui avaient été déjà partiellement réfléchis par le niveau national, que sont les idées suicidaires, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles psychotiques. On retrouve donc les troubles de l'alimentation, puisque ça a été aussi évoqué par d'autres régions à ce moment-là, les intoxications éthyliques, le stress, les troubles des conduites. Et donc, on a travaillé sur un point épidémiologique à partir des données des urgences et SOS médecins qui devraient paraître incessamment sous peu. On a aussi vu avec les décideurs, donc l'ARS et les partenaires, qu'on avait besoin de disposer de plus de données en fait, pour pouvoir aborder cette thématique. Et en discutant avec eux, on a essayé de mettre en place un tableau de bord de suivi des données avec une analyse régionale et des analyses départementales, puisqu'en fait, c'est le niveau géographique qui colle aux plans territoriaux de santé mentale, les PTSM. Et donc, à partir des données des urgences et quand il y en a, à partir des données SOS médecins pour pouvoir identifier les particularités de chaque territoire. Donc là, c'est juste pour vous montrer les rétro-informations. Donc, on a fait un point épidémiologique dédié à Coviprev, soit sur l'adoption des mesures et comportements de prévention et sur la santé mentale. Puis un petit peu plus ancien, un bulletin de santé publique dédié aux conduites suicidaires qui avait été rédigé en partenariat avec Vigilance Montpellier. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Leslie, pour cette présentation. Écoutez, on va passer au temps de questions et d'échanges. On avait une première question qui était sur l'étude qu'on fait à dos. D'une collègue de l'IREPS, qui est référente territoriale dans l'Aude. Voilà, la question était, est-ce qu'il existe des éléments qui montrent une augmentation des consommations alcool, cannabis et tabac dans cette étude? Alors, il ne me semble pas qu'on ait recueilli de données sur l'alcool, la consommation, etc. des parents. Non, et même des enfants d'ailleurs, pour la simple raison que comme on était sur des... Enfin, il n'y a pas de... Comment dire, on ne savait pas à l'avance quels enfants répondraient et qu'il y a des petits, hein, puisque c'est de... l'âge ne s'y prête pas forcément. En fait, il aurait fallu faire 2 questionnaires, hein, pour des enfants plutôt ados et l'un pour les enfants. Or là, on est parti sur un seul questionnaire et du coup, les consommations de substances n'ont pas été envisagées sur ce questionnaire-là. Même s'il y a des données dans la littérature, voilà, qui montrent quand même quelques effets, je pense. Je ne sais plus si c'était en Chine, mais nous, on ne l'a pas investigué, non.
On avait également une question de Cyril, qui est bénévole, je ne sais pas dans quelle structure, mais est-ce que cette étude qu'on fait à dos pouvait être comparée à une étude similaire qui aurait été réalisée avant le confinement? Voilà, afin de déterminer notamment l'impact qu'a pu avoir ce dernier sur les enfants. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça nous a été beaucoup demandé quel élément de comparaison on pouvait avoir. En fait, il n'y a pas d'étude, effectivement, à ma connaissance. Hein. Peut-être que si vous en avez une, je serais ravie de, de la connaître, sur un peu ce qui s'est passé avant le confinement. Donc, on n'a pas d'élément de comparaison, ça c'est vrai. Un autre point que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas de, comme vous l'a montré Mégane, on ne peut pas donner des prévalences puisqu'on n'a pas de plan de sondage, hein, c'est bien. En fait, cette étude, elle n'a d'intérêt que en comparant des enfants les uns avec les autres. Et son but, c'était vraiment de montrer la fracture sociale qui a eu lieu pendant cette période. Et donc, on n'a pas d'éléments de comparaison ni avant ni après, ni de prévalence des troubles. Est-ce qu'ils sont plus importants avant ou après? Parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de montrer comment ils avaient vécu, puisque ce sont les enfants qui ont été interrogés, de donner la parole aux enfants pour savoir comment ils ont vécu ce confinement et est-ce qu'il y avait une fracture sociale d'enfants qui l'avaient vécu d'une manière ou d'une autre en fonction d'un certain nombre de critères sociaux. C'est pour ça que cette question de l'avant-après, finalement, n'était pas au cœur de nos préoccupations, mais je la comprends et ça ne permet pas du tout d'y répondre, effectivement. Alors, on a également une question. Voilà, est-ce qu'il existe des études sur l'impact du confinement à long terme, avec le recul qu'on a maintenant? Oui, et j'allais dire, en fait, surtout à long terme, en fait, parce qu'il y a des effets qui sont assez, on va dire, directs, hein, qu'on mesure de façon directe. Mais là, et d'ailleurs, la présentation qui a suivi le montre bien, les effets psychologiques, quand il y a une crise sanitaire, ils apparaissent après les effets aigus, et ça continue à avoir des effets chroniques, en fait. Longtemps après, on l'a vu sur d'autres événements exceptionnels. Et donc, je pense que la surveillance qui est mise en place et qui vous a été montrée par la présentation d'après permet justement d'approcher un petit peu ces conséquences, même si c'est d'un point de vue macro. On sait que ça peut avoir des conséquences à long terme. Oui, c'est un petit peu ce qu'on retrouve en fait dans le point épidémiologique qui va bientôt paraître, puisqu'on a abordé d'autres regroupements, donc les idées suicidaires, les troubles du comportement, troubles psychotiques, etc. Et effectivement, on voit quand même des tendances se dégager après en fait les confinements. Une question, voilà, comment expliquer que les jeunes filles ont moins bien vécu le confinement? Et je me posais la question aussi, moi, lors de votre présentation. Voilà, pourquoi est-ce qu'être un garçon était un facteur protecteur? Je rajoute en question, est-ce qu'on peut penser que peut-être les filles ont plus de facilité à répondre avec ces questions, en tout cas dire les choses sur ces questionnaires, ou comment vous le... Mégane, je te laisse commencer à répondre sur cette question. Je compléterai éventuellement. Les filles sont beaucoup plus expressives que les garçons. Elles vont beaucoup plus facilement dire ce qu'elles ressentent, en fait, leurs émotions, etc., que les garçons en général. Alors ça, c'est la première version de l'explication qui est juste. Hein. Les troubles émotionnels sont beaucoup plus facilement repérables vu les outils qu'on utilise par les filles que par les garçons. Mais ça n'explique pas tout. On a remarqué également qu'il y a une différence, ce que j'appellerais des inégalités genrées, en fait, qui apparaissent dès l'âge de 8 ans dans ce qui s'est passé pendant le confinement, puisque les filles étaient beaucoup plus nombreuses que les garçons. Je ne sais pas si on a les chiffres, là, Mégane, en tête, mais de s'occuper de leurs frères et sœurs, par exemple, que leurs homologues masculins. Et tout ça font que la tâche domestique et on va dire, il y a un fardeau qui a pesé un peu plus sur les filles que sur les garçons. Et donc, ça plaide aussi en faveur d'inégalités de genre qu'on mesure très mal, et en particulier chez l'enfant. Donc, on a été assez surpris de l'âge à laquelle ça... Même si on sait que les constructions de genre se font très tôt, quand on le voit apparaître, c'est quand même, c'est quand même quelque chose à cet âge de 8 ans. Je ne me rappelle plus exactement les proportions, mais donc on pense qu'il y a cette hypothèse aussi, même si on n'a pas toutes les explications, on pense que ça peut aussi être quelque chose qui joue sur les filles, notamment par exemple le fait qu'elles ne sortent pas. Il y a eu beaucoup d'enfants très très précaires qui ne sont pas du tout sortis pendant le confinement par peur.
des parents aussi, parce qu'ils savaient qu'ils étaient plus vulnérables pour tout un tas de raisons. Il faut savoir que les filles, elles sortent beaucoup moins que les garçons de façon générale, que ce soit dû à l'insécurité du quartier ou à l'éducation tout simplement. Et donc, je pense que ces aspects-là font que l'isolement a été quand même... C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, que Mégane a analysé un petit peu sur les verbatims, enfin ce que disent les enfants. Parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup d'isolement social aussi qui ressortait chez elle. Okay. Merci. Sur la question de l'âge, les personnes qui référentes famille dans un centre social à Perpignan qui demandent est-ce que les enfants de moins de 9 ans seront interrogés sur une étude. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'introduction du lancement de cette étude sur la santé mentale qui est annoncée pour 2022 pour les enfants de 3 à 11 ans. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations sur cette étude-là. Il est prévu de questionner. Si, il y a des... Enfin, mais j'ai pas bien compris la question. Est-ce que les enfants de 9 ans, c'est ça la question? De moins de 9 ans seront-ils interrogés? En fait, ça dépend beaucoup. Oui, non, c'est pas dans l'étude qu'on fait à dos, ça, du coup. C'est l'étude nationale de la santé de l'enfant qui est en cours de préparation. Je voudrais pas dire de bêtises parce que simplement par expérience, les outils psychométriques, bien sûr, comme vous le savez, dépendent de l'âge de l'enfant. Et donc, je pense que c'est sûr que c'est des enfants d'âge scolaire. Et donc, je ne suis pas sûre que ceux de moins de 9 ans soient interrogés, mais on va se renseigner pour vous répondre à cette question précisément avec l'équipe des maladies chroniques qui est en charge de cette étude, puisque ça évolue aussi en fonction des propositions du conseil scientifique et du comité thématique qui travaille sur ces questions-là. Je vais essayer de vous répondre d'ici la fin de la session, mais je ne suis pas sûre. Okay. On a une question d'une psychologue, d'un psychologue scolaire de Toulouse, une psychiatre qui intervient aux urgences psy de Purpan me parlait d'une augmentation de 80% des passages d'enfants aux urgences psy ces derniers mois. Qu'en pensez-vous? Alors peut-être ça peut être une question à Leslie, même si les données ne concernent pas les urgences psy, peut-être peut apporter un éclairage. Alors bon, déjà 80%, il faut toujours rapporter à 80% par rapport à quoi? Parce que bon, quand on passe de 2 à 4, on est à plus 100%. Faut regarder le volume, mais effectivement, c'est ce qui a fait l'objet de discussions avec les différents partenaires fournisseurs de données. On a constaté des augmentations qui sont parfois ponctuelles, parfois des tendances un petit peu plus sur le long terme. Après, on essaie de comprendre. On a aussi des variations dans le codage des données. Donc, on n'est pas forcément toujours à l'aise sur l'interprétation des tendances qu'on observe. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une tendance à l'augmentation ou un signal, effectivement, c'est des choses qu'on essaie de voir avec eux pour avoir leur ressenti, pour avoir des explications sur ces signaux. Okay. On a une question aussi en qualité d'acteur de promotion de la santé. Comment intervenir auprès des jeunes pour mitiger les conséquences du confinement à long terme? Ça peut être sur l'étude qu'on fait à dos. Vous parliez déjà d'un suivi pour les jeunes dont le proche a été malade du Covid. Il y a d'autres pistes aussi qui dessineraient. Permettre les sorties régulières des enfants pendant le confinement, qu'ils puissent sortir à l'extérieur, voir leurs copains quand même et être en contact avec eux pour essayer de rompre l'isolement social. Oui, après, il y a beaucoup de recommandations qui peuvent émettre un peu des pistes en tout cas, qui peuvent être émises après ces résultats. Je pense aussi à des politiques publiques un peu plus larges, de soutenir les familles monoparentales, notamment qui sont frappées de plein fouet par la crise, pour qu'il puisse y avoir un peu plus de possibilités de pouvoir gérer aussi les activités autres, parce qu'on voit bien qu'avec les mères seules, avec le télétravail, tout ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué d'avoir l'espace, ne serait-ce que pour avoir des activités ludiques avec les enfants. On a vu que c'était protecteur aussi sur leur santé mentale. Donc, il y a aussi toutes les relations intrafamiliales. Il y a énormément de choses en fait sur lesquelles on peut prendre des enseignements pour la suite. Mais il y a aussi les politiques publiques. Il n'y a pas que pas que agir sur. Il faut aussi agir en global. On a vu aussi que
prendre soin des enfants, voilà, quand un proche est atteint du Covid, ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi, surtout, enfin, parce que nous, on arrive après, donc c'est toujours plus facile de faire des recommandations après. Mais dans la tempête, entre guillemets, voilà, avec la saturation des services d'urgence, etc., ce n'est pas forcément l'attention primaire qu'on porte sur les enfants, enfin première qu'on porte sur les enfants. Or, ils sont, enfin voilà, tous les spécialistes de la petite enfance le savent bien, hein, ils sont très perméables à ce qui se passe. On pensait aussi notamment aux messages qui sont divulgués dans la télé, avec l'égrainage des morts, etc. Il y avait peut-être aussi d'autres communications à faire pour donner des choses à faire à la maison, quand on est des programmes éducatifs qui ont été d'ailleurs faits un petit peu sur certaines chaînes, un peu tardivement. Mais voilà, il y a peut-être plein de choses comme ça et d'initiatives à promouvoir pour essayer de protéger au mieux la santé mentale des enfants dans ces périodes-là. On peut faire le lien peut-être avec le facteur protecteur qui était de ne pas regarder la télé chaque jour. Peut-être. Alors, ah oui, ça, je me permets quand même d'insister là-dessus parce que surtout les chaînes, on appelle ça en boucle, là, qui font les... On l'a vu beaucoup aussi sur d'autres études, notamment sur les attentats à Nice, sur les enfants aussi, l'impact que ça a aussi, l'impact des médias sur des événements. Des enfants qu'on ne voit pas tout le temps, qui regardent la télé trop, enfin beaucoup trop d'images comme ça, souvent, et qui ne sont pas forcément accompagnées. Et on a eu plusieurs études qui ont montré des effets en fait, de cette exposition aux médias. Et donc, il y a aussi peut-être une responsabilité des médias à voir aussi là-dessus. On est en train de travailler ça sur les messages d'éducation et d'information à délivrer lors de ces événements pour essayer de protéger les plus jeunes. Alors, on a également une question de Cyril du coup, qui nous dit qu'il est bénévole à SOS Enfants et l'association Les Papillons. Est-ce que vous disposez de données sur le syndrome de Couponi? La phobie scolaire est encore mal reconnue. Difficulté pour les parents d'accompagner leurs enfants, manque d'action de prévention et de sensibilisation à l'école. Voilà, le sujet lui semble important, de manière générale, celui de la prise en charge des troubles sociaux et psychologiques chez l'enfant. D'autant plus suite à ces périodes d'isolement. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Je laisse Mégane juste répondre parce qu'elle vient de finir son analyse et justement sur c'est pas la phobie scolaire, c'est sur les enfants qui sont dépassés par les devoirs. Donc elle a fait un petit profil, je la laisse vous l'expliquer. J'ai regardé un peu le profil des 3 facteurs impactants qu'on a vus dans le modèle. Donc le fait de passer plus de 5 heures sur les réseaux sociaux, d'être complètement dépassé par les devoirs. Et on a pu voir que les enfants et les adolescents qui sont dépassés par les devoirs, c'est plutôt des filles qui sont adolescentes, qui dorment moins de 8h30 chaque jour, chaque nuit pendant le confinement, qui font moins d'activités ludiques et elles sont surtout issues de familles fragilisées. Donc, comme on l'a vu au début, donc famille monoparentale avec les parents employés, ouvriers, etc. En fait, on a l'impression aussi qu'il y a des effets cumulatifs des inégalités sociales, donc de la catégorie sociale, mais aussi des inégalités de genre qui se mettent aussi dessus. Enfin, on a l'impression qu'il y a des facteurs cumulatifs de beaucoup de choses. Mais sur la phobie scolaire, malheureusement, alors quand même, je le dis parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler maintenant, parce que on travaille beaucoup, nous, sur le recours aux soins d'habitude, puisqu'on est quand même dans un organisme qui s'occupe de la santé. Mais sur le programme, donc, on est en train de mener sur les inégalités sociales de santé à Santé publique France, on commence à s'attacher à des questions un peu plus intersectorielles. Et le recours, entre guillemets, pas aux soins, mais à la scolarité, va faire l'objet d'attention un peu plus particulière, j'espère, dans les années à venir. Donc, on est en train de travailler ça avec nos collègues des différents départements. Parce que c'est une préoccupation et pour pouvoir mieux travailler aussi avec l'éducation nationale sur ces questions-là. Voilà. Une question d'une infirmière scolaire en collège qui a dénombré l'augmentation de passage à l'infirmerie pour des demandes en lien avec la sexualité, rapport sexuel et la recherche d'identité sexuelle. Donc cela peut questionner sur une problématique existentielle éventuellement majorée par les inquiétudes de la maladie mal connue, les confinements. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Je ne sais pas si ça, dans l'étude, vous aviez des données un peu sur... Non, mais c'est intéressant comme retour de terrain. Merci pour la remarque, c'est intéressant, parce que ça pose des questions. Mais
Mais nous, on ne l'a pas investigué, non. Est-ce que Leslie, peut-être, c'est des choses qui peuvent ressortir aussi dans les données des urgences ou si c'est Alors, des... c'est pas quelque chose, c'est pas un indicateur qu'on a vraiment approché, mais effectivement, à voir dans les troubles du comportement si on a un moyen d'approcher ce qui a trait à la sexualité. On regardera ça, je le note. Alors après, on a plutôt des questions par rapport à des études, ou en tout cas sur l'impact des mesures, de, mesures de prévention. Donc, une personne qui vous demande est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact du port du masque à l'école, sur le bien-être psychologique des enfants et des ados. Et aussi, notre question, pensez-vous que le pass sanitaire pourrait avoir un impact sur la santé mentale des adolescents, notamment dû aux restrictions sociales et activités sportives pour les enfants non vaccinés? Alors, bon, je ne sais pas pour les données sursaut, etc., ce que ça peut donner. Je laisserai peut-être Leslie se positionner là-dessus, mais globalement, les restrictions, de toute façon, ce qu'on a vu dans Confé Ado, hein, Mégane, c'est que toutes les activités, on va dire, périscolaires de façon générale, qui ont été stoppées pendant le confinement, ont eu un effet néfaste sur la santé des enfants, notamment via la socialisation, qui est quelque chose, comme je vous le disais, qui ressortait beaucoup des verbatims qu'a analysé Mégane. Donc, tout ce qui va entraver la socialisation des enfants va être difficile à vivre. Clairement, surtout que c'est un âge où on crée ces relations sociales. Donc, c'est beaucoup plus grave que pour un adulte, j'allais dire. Ça fait partie de la construction et de la structuration de l'enfant à ce moment-là. Donc, ça a un impact très, très fort, en fait. Après, le pass sanitaire je ne sais pas répondre à la question du pass sanitaire en tant que tel, mais je sais que tout ce qui peut nuire aux activités sportives, parascolaires, toute la socialisation des enfants a un impact sur leur santé mentale. Et inversement, c'est-à-dire ça peut être aussi très positif quand ils peuvent y participer. Mais ça, vous le savez mieux que personne, comme vous travaillez sur la promotion. Sur les données des urgences, c'est un petit peu compliqué à suivre parce que le port du masque peut avoir des effets multiples. Alors sur santé mentale, de toute façon, voilà, on suit les indicateurs qu'on a à disposition. À un moment donné, on a aussi eu des questions sur l'asthme, puisqu'on a l'asthme de rentrée scolaire, hein, on est en plein dedans en ce moment. Voilà, c'est des choses qu'on regarde, mais pour lesquelles on n'a pas encore suffisamment de recul, je pense, sur les données. Il faut aller plus loin en fait pour pouvoir répondre à ce genre de questions parce qu'on a vraiment des effets auxquels on ne pense pas de prime abord et puis des effets différés. Donc, c'est assez difficile de répondre sur cette base-là. Ok, je pense que vous avez d'autres questions. Je m'adresse aux participants. Alors, on a une personne qui nous dit une inquiétude plus qu'une question. Du fait des confinements successifs, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming. On n'a pas la fête de la série. Je vous laisse finir votre remarque. Peut-être sur le... Voilà. Ah oui, voilà. Donc, du fait des confinements successifs, les nouveaux médias, réseaux sociaux et plateformes de streaming ont conforté leur position d'agents de socialisation. Comment limiter l'influence? Je ne sais pas si au niveau ça, c'est un vrai sujet qui, nous, on le fait beaucoup là en ce moment sur la vaccination, on l'a vu, hein, on voit l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux, bonnes et mauvaises, et là, on travaille beaucoup sur les mauvaises, notamment avec les sites de désinformation qu'on a eu sur la vaccination ou autre. Hein. Je pense que c'est un vrai sujet. Moi aussi, j'ai envie de dire, c'est plus une inquiétude qu'une réponse. C'est que on voit très bien la force et je pense qu'il faut qu'on soit capable de réagir avec les mêmes outils, les mêmes. Par exemple, il y a eu très peu de communication positive en fait. Voilà, on sait très bien que la communication sur la peur, etc., ce que ça peut engendrer au niveau cognitif. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à d'autres modes de communication et de travailler ça de façon beaucoup plus profonde que ce qu'on fait actuellement, quoi. Je
pense que ça demande presque des changements de paradigme sur tout ce qu'on a l'habitude de faire, et notamment chez les jeunes, hein, parce qu'on le voit en littératie en santé, en e-littératie, hein, il y a une fracture numérique aussi qui s'est faite, et pas seulement d'accès, mais aussi de savoir avoir l'esprit critique quand on reçoit des messages, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important et qui s'apprend. L'éducation à la santé a un rôle hyper important à jouer là-dessus. Donc oui, je pense qu'il y a tout un champ qui s'ouvre là. Je peux juste dire ça, qu'effectivement, vous avez raison de vous en inquiéter parce que c'est un sujet majeur et qui n'est pas prêt de s'arrêter vu la force. On a l'impression qu'ils se sont nourris de la Covid pour être encore plus forts là-dessus. Et il va falloir réfléchir autrement et s'armer de gens qui ont les compétences pour. D'ailleurs, moi j'avais une question par rapport justement à l'étude. À un moment donné, vous disiez, c'est Mégane quand elle présentait l'étude, qu'il n'y avait pas forcément d'accès Internet. Ma question, c'était, ces enfants-là, du coup, n'ont pas de portable avec Internet, ou quand on parle de pas d'accès Internet, c'est plutôt dans le logement, une box Oui, c'est ça. C'est la connexion à Internet dans le logement. D'accord. Mais ils peuvent avoir quand même des téléphones, Ah oui, oui. voilà, avec les réseaux sociaux. Et tout ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions des participants? Non, moi, j'ai peut-être un petit retour à vous faire. On avait présenté l'étude à la FCPE 93 ou à d'autres. J'étais assez marquée par les initiatives qu'il y avait eu de la part de certains profs, justement pour répondre à cette histoire de phobie scolaire et de tout ce que ça peut engendrer pendant le confinement. Il y a pas mal de profs qui se sont mobilisés pour aller vers, vraiment dans des logiques d'aller vers, pas de ramener vers l'école peut-être, mais en tout cas d'aller vers les élèves et prendre de leurs nouvelles et je pense que ça a été assez remarquable. Et bon, malheureusement, il n'y a pas d'étude qui a évalué tout ça, mais je pense que c'est des actions qui sont, je trouve, assez remarquables par leur spontanéité aussi et leur mobilisation, en fait, dans une période qui était tout aussi compliquée pour eux que pour les enfants, d'avoir essayé de maintenir ce lien social, des fois plus que scolaire, mais qui est quand même le préalable indispensable au plan scolaire. Et je regrette un peu qu'on n'ait pas plus d'éléments là-dessus parce que voilà, dans le sens de communiquer aussi positivement, il y a des choses qui ont été faites de façon vraiment remarquable et innovante par les acteurs et qu'on a du mal à faire remonter en fait du terrain. Donc, j'ai juste ajusté ça par rapport à tout ce qui attend, tout ce qui a réinventé aussi par la suite de ces initiatives qui ont été faites par les acteurs de terrain. Ah oui, c'est une personne qui se questionne sur les répercussions. Encore, on parle du port du masque, mais pour les enfants en bas âge, sur les répercussions du port du masque et la relation intersociale pour les enfants en bas âge en dehors du domicile. Les enfants ne sont plus réceptifs aux sollicitations, il n'y a plus de gazouillis, de sourires. Et je pense qu'il y a des chercheurs qui travaillent un peu là-dessus, parce que justement, ça a beaucoup de conséquences sur les interactions du très jeune enfant et la relation de communication, en fait. Et donc, oui, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les acteurs de terrain, certes, mais qui aussi préoccupe certains chercheurs. Donc, je pourrais essayer de vous retrouver peut-être les équipes qui travaillent là-dessus, si vous voulez faire Annie, si vous voulez passer on pourrait communiquer Si jamais il y a des choses là-dessus, du coup, je ferai le relais pour vous mettre en relation avec les chercheurs. Merci. Et enfin, on a une inquiétude plutôt qu'une question. Il y a beaucoup d'inquiétudes ce matin. Une collègue de l'IREPS qui dit les résultats de vos études montrent l'impact délétère des mesures sanitaires sur la santé de nos enfants. Comment faire pour les protéger? Vas-y, Mégane, sur quelques recours qu'on a à la fin. On avait donné quelques pistes, mais puis on complétera après sur des propositions. Déjà, voilà, faire plus d'activités avec les enfants, des activités ludiques, que ce soit bricolage, activités manuelles, sportives et tout, continuer toutes ces activités pendant le confinement. Et ensuite, comme on l'a dit, soutenir les familles monoparentales, les familles fragilisées, qui ont des difficultés financières, etc. Je pense qu'il y a aussi le fait de sortir. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît hyper important, de sortir. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué avec des ados, voilà, mais quand même, sortir dehors, ça peut être tout bête, mais c'est quand même hyper protecteur, même en mesure de confinement. Donc, peut-être des choses aussi à
accentuer parce qu'on le sait, hein, tout le monde l'a senti. Le fait de rester enfermé, c'est de toute façon pas très bon, y compris pour les enfants. Sur la communication, je pense qu'il y a encore, on l'a dit, beaucoup de progrès à faire. Il y a notamment eu des initiatives aussi qui ont été faites par les petits journaux d'enfants pour expliquer un peu le confinement, etc. Toutes ces mesures-là d'accompagnement sont plutôt bénéfiques parce que là, on a parlé un peu de la fracture sociale et des enfants qui ont été qui ont été mieux pendant le confinement. On n'a peut-être pas suffisamment appuyé là-dessus. On a aussi des échelles de résilience qui montrent qu'il y a des enfants qui s'en sont très bien sortis, y compris des enfants, par exemple, qui sont placés pour la protection de l'enfance. Donc, ce n'est pas des enfants qui partent avec des chances plus importantes que les autres au départ, et pourtant, ils ont été dans des conditions plutôt intéressantes pendant le confinement parce qu'ils avaient un accès à l'extérieur, ils avaient fait des activités ludiques, il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée aussi sur ces enfants-là et finalement, ils ont aussi eu des échelles de résilience plutôt intéressantes. Donc, je pense qu'il n'y a pas que des effets délétères, il y a aussi des effets positifs sur un tas d'enfants, justement parce que ça a été un moment où on a été peut-être plus attentif à partager des choses avec eux, à discuter, à communiquer. Donc, il y a les deux en miroir, je vais dire, qui nous donnent finalement des pistes pour savoir que les enfants ont des forces et des compétences très fortes, de préserver en général. Donc, c'est aussi à nous de pouvoir les accompagner, quoi. Merci pour les bonnes nouvelles. Non, mais voilà, c'est vrai que ça me fait penser qu'on n'en parle pas assez quand on présente. Et donc, ça peut être intéressant de présenter aussi ces aspects-là, finalement. Mais on merci pour cette remarque. Oui, du coup, il y a une personne qui répondait à ça en disant cela ne pose-t-il pas la question de la balance bénéfice-risque de toutes ces mesures concernant les enfants. Alors, voilà une idée, puisque les jeunes sont familiers avec les visios et tous les outils numériques, qu'on n'a pas organisé des visios avec les enfants sur les questions, les inquiétudes et les souffrances auxquelles ils peuvent se confronter. La démarche serait simplifiée pour eux par rapport à une démarche physique. Peut-être que ça existe déjà. Je pense qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez connaissance, mais je pense qu'il y a eu quand même, quand on parlait du maintien du lien, notamment dans le cadre scolaire, où il y a eu aussi des enseignants qui ont continué à faire des vidéos, pas que pour des cours, mais pour prendre des nouvelles. Voilà, après, je ne sais pas si vous connaissez d'autres. Il y a Leslie qui, oui, Leslie aussi, elle disait un peu voilà, ce qu'on allait dire, mais je te laisse le dire, hein, Leslie, parce que la DPPS travaille déjà là-dessus, donc vas-y, tu peux parler de ton... je vois ton chat. C'est vrai que là, en fait, un des sujets aussi qui peut être abordé, c'est trouver un moyen via les réseaux sociaux et notamment les influenceurs, en fait, de communiquer les bonnes informations, parce que finalement, on voit que certains ont un public très, très large, nombreux, donc est-ce qu'il y aurait peut-être un travail à faire là-dessus, et je sais qu'il y a des choses qui sont en route et que ça va évoluer, mais effectivement sur la communication, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des nouveaux liens à créer. Alors, tout ce qui est influenceurs, réseaux sociaux, mais on parlait aussi tout à l'heure de changer un peu d'angle de vue pour les journalistes aussi. C'est des choses à mettre en place. On va peut-être conclure sur ça, s'il n'y a plus de questions. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Merci à tous les participants. Merci aux intervenantes. Merci aussi à Angèle pour le côté technique. Voilà. Et donc, pour les participants, j'envoie en suivant les présentations, le questionnaire d'évaluation. Et puis, voilà, si on a des liens aussi vers d'autres recherches, je vous les transmettrai. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.